Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler du pattern, du composant Tooltips. Donc l'idée avec cet épisode, c'est d'explorer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un Tooltips en termes de design d'interface, quels composants ça représente, comment on peut l'utiliser, un petit peu les cas d'usage et surtout la dernière partie du podcast qui est peut-être la plus importante, les bonnes pratiques quand on design un élément de type Tooltips. Qu'est-ce qu'il faut bien faire? À quoi faut-il faire attention? On va voir tout ça dans cet épisode. Donc le but, voilà, c'est de connaître un petit peu ce pattern pour avoir les clés en main la prochaine fois qui pourra nous être utile en fait et bien le faire. Peut-être se servir de ce podcast comme référence. Peut-être pour moi personnellement ou pour toi qui écoutes ce podcast. Donc, on part tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est un tooltip? Un tooltip, c'est un élément visuel informatif qui apparaît au hover dans notre élément, donc via le pointeur de la souris ou via le clavier. On peut aussi compter les événements hover de clavier qui sont assez importants avec les tooltips et qui va apporter un complément en général d'aide, mais en tout cas d'information. Les exemples parfaits qui devraient te faire visualiser ce que c'est par exemple sur Windows, quand on hover un fichier, quand on passe notre souris sur un fichier, on va avoir une petite bulle d'information avec le nom du fichier, le type du fichier, son poids et quelques informations de ce type-là. Également dans Photoshop, un outil que vous devez sûrement avoir déjà utilisé, quand on passe notre souris sur un outil, au bout de quelques millisecondes, il va y avoir une petite bulle d'information qui va nous dire quel est le nom de l'outil et même le raccourci qui nous permet d'accéder à cet outil très rapidement. Et puis enfin, l'endroit le plus commun où on trouve des tooltips, c'est sur le web en général. Quand on passe notre souris au-dessus d'un lien, on va avoir, pareil, au bout de quelques millisecondes, une petite bulle d'information qui va nous donner le titre de ce lien, des petites informations complémentaires sur ce lien, très brèves en général, mais voilà, pour nous faire aussi comprendre que c'est un lien et pour nous donner des infos un petit peu plus précises sur qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur ce lien. Alors, le petit souci, on va dire, avec ce pattern d'un élément de type tooltips, c'est que c'est utilisable uniquement sur ordinateur. C'est-à-dire, dès qu'il y a un écran tactile, c'est mort parce qu'il n'y a plus cet événement de hover, cet événement où on passe la souris au-dessus de quelque chose. Donc c'est bien sûr quelque chose à prendre en compte quand on se demande si on doit utiliser cet élément d'interface. Sur du touch, ça peut être potentiellement intégrable. Les guidelines Google Material Design proposent que quand on garde en appui long avec le doigt sur un élément, on affiche le tooltips. Malgré ça, c'est pas facile à découvrir, ça apporte pas forcément du coup d'utilité dans ce contexte d'utilisation là, donc c'est quand même plutôt à oublier sur un écran digital quoi. On va préférer ça quand il y a un dispositif de pointage comme une souris ou peut-être sur une console avec une manette où ça peut aussi être intéressant d'utiliser ce type de pattern. Le petit point avant qu'on passe au cas d'usage qui est très important, c'est qu'est-ce qui n'est pas un tooltip. Parce que souvent ça va être confondu dans les articles et il y a vraiment une séparation entre ces deux cas d'usage, le tooltip que j'appelle informatif, celui dont je viens de vous parler, et le panneau de onboarding occultant l'écran, c'est-à-dire le onboarding un petit peu semi-interactif qu'intègrent certaines applications où quand on va lancer pour une première fois l'application, l'écran va être assombri et il y a un petit bloc d'informations qui va nous dire à tel endroit vous trouverez tel outil, à tel endroit vous trouverez ça. Ça, ce n'est pas un tooltip. C'est un onboarding interactif si on veut. C'est un tooltip d'onboarding à la limite, mais ce n'est pas un tooltips dans le sens initial de ce qu'est un tooltips. Donc voilà, dans ce podcast, je parle vraiment du tooltip comme élément visuel informatif qui apparaît au hover et qui apporte un petit complément d'aide mais qui ne propose pas du tout d'action ou de choses comme ça. C'est pas un tutoriel, c'est des petits éléments, des petits compléments qui aident l'utilisateur au quotidien. Donc désormais, quels sont les cas d'usage dans lesquels le tooltip, comme je vous l'ai décrit, peut être intéressant? Déjà, le premier, qui est un des plus communs aussi, c'est pour apporter une information complémentaire sur un contenu visuel. Donc par exemple sur une image, sur une vidéo, ça peut être intéressant que au hover on ait un petit détail sur peut-être le nom de cette image, l'histoire de cette image, la source de cette image, des choses comme ça, pareil sur une vidéo. Et donc dans ces cas-là, où c'est des informations un petit peu secondaires que l'utilisateur n'a pas besoin de voir, voilà,
en général, mais des fois il peut avoir la curiosité d'avoir un petit peu plus d'infos, on peut peut-être implémenter dans certains cas ce pattern de tooltip pour apporter une information bonus, une information qui conviendra à certains utilisateurs qui ont besoin d'être un petit peu plus guidés en général, qui sont un petit peu moins à l'aise avec la chose. Également là où c'est énormément utilisé, et je pense que c'est l'utilisation la plus puissante, la plus intéressante, c'est pour rajouter un petit détail, un complément d'information sur un bouton d'icône. C'est-à-dire un bouton où il n'y a pas du tout de texte, où il y a juste une petite icône qui représente une action. Là, pour les utilisateurs habitués, ça ne va pas poser problème, mais pour un nouvel utilisateur, pour un utilisateur un peu plus novice, il va pas forcément comprendre ce que veut dire le pictogramme, surtout s'il y en a 10 ou 15 dans la même ligne. C'est utilisé par exemple sur Photoshop, sur Google Doc, sur énormément de logiciels, et dès qu'on va passer notre souris sur un outil, pendant quelques millièmes de seconde, en général il y a un petit délai, il y a un petit texte qui va apparaître pour nous dire cet outil c'est par exemple le pinceau, et par exemple sur Photoshop va même nous donner le raccourci clavier qui permet d'y accéder, et comme ça va aider le débutant qui n'a jamais utilisé cet outil, il ne sait pas encore ce que c'est, il va passer sa souris dessus et va s'apercevoir que c'est le pinceau, et pour l'utilisateur un petit peu plus avancé, il sait déjà que c'est le pinceau, mais on va lui donner ce complément d'information sur comment il peut l'utiliser encore plus vite en faisant un raccourci clavier. Et enfin, le dernier cas d'usage intéressant, c'est sur les liens. Donc je vous en ai parlé en introduction de ce podcast, sur un lien web par défaut, ça va nous donner une petite information complémentaire, mais c'est très bien implémenté par exemple sur Wikipédia, où il y a énormément de liens entre les pages, et sur chaque page, quand on va over un lien, on va avoir un complément d'information qui nous explique on n'est pas obligé de cliquer sur le lien, on peut directement comprendre quel est le mot, quelle est la phrase qui est citée et qui mène vers une autre page, pour avoir vraiment le concentré d'informations dont on aurait besoin issu de ce lien. Voilà, ça c'est vraiment les 3 cas d'usage principaux, les plus intéressants. Après peut-être que tu peux en trouver d'autres, mais c'est dans ce type de cas-là que tu dois réfléchir à l'intégration ou non d'un tooltips, bien sûr selon tes besoins. Faut pas intégrer des tooltips pour intégrer des tooltips, c'est évident. Par contre, dans quel cas il ne faut pas utiliser de tooltips ? Déjà, le premier cas, c'est si l'info est nécessaire pour absolument tous les utilisateurs. Dans ce cas-là, elle doit être visible directement, elle ne doit pas être cachée de cette manière, elle doit être visible à tout moment, par tous les utilisateurs. Donc, on n'utilise pas de pattern de tooltip, parce que le tooltip, ça cache de l'information derrière une action, donc on oublie dans ces cas-là. Également, si c'est un bouton textuel où il y a déjà écrit par exemple pinceau pour l'outil pinceau, on va pas rajouter de tooltip qui répète, qui re-indique que c'est un pinceau, ça ne servirait à rien tout simplement, donc dans ces cas-là on évite la redite. Et enfin, le troisième cas, c'est bien sûr si on design pour une interface tactile, on va oublier le pattern du tooltip, parce que vraiment il est pas très utile, il est pas intuitif du tout, et donc il y a de meilleures utilisations, de meilleurs outils, de meilleurs patterns à utiliser dans ces cas-ci. Donc désormais, on va pouvoir passer à la partie qui vous intéresse peut-être le plus, les bonnes pratiques, comment designer des bons tooltips. Alors je l'ai découpé en 2 catégories. La première, c'est en ce qui concerne l'affichage, et la deuxième, le contenu. Donc on va commencer directement avec les 7 bonnes pratiques en termes d'affichage. La première, c'est de bien déterminer le temps de hover nécessaire pour afficher le tooltip selon le type de contenu. En général, les tooltips n'apparaissent pas directement au hover. Il y a un délai en général de quelques centaines de millisecondes, et donc plus en fait le contenu va être utilisé par peu d'utilisateurs, plus on va mettre un délai long. C'est-à-dire sur Photoshop, ce serait très agaçant si dès qu'on était en hover sur un outil, en 0 millisecondes, le petit tooltips apparaissait, parce que quand on l'utilise au quotidien, on sait très bien, on n'a pas besoin d'avoir ce petit tooltips qui apparaît. Et donc il y a un certain délai qui fait que uniquement les gens qui sont un petit peu moins habitués, qui mettent un petit peu plus de temps, vont voir le tooltips arriver. Donc faut faire attention de ne pas mettre un délai trop long, parce que sinon personne va le découvrir, mais de pas mettre un délai trop court, sinon les utilisateurs quotidiens vont être un petit peu enquiquinés par ce tooltips qui apparaît en permanence. Donc ça, c'est vraiment le premier point auquel il faut faire attention, et pour ça il n'y a pas de secret, il faut tester absolument différents temps pour voir ce qui convient le mieux à nos utilisateurs.
Ensuite, le second point important en termes d'affichage, c'est qu'il doit être contextuel et non bloquant. Le tooltips ne doit déjà pas se mettre au-dessus de l'interaction que veut faire l'utilisateur. Si vous rajoutez un tooltip sur un outil, il ne doit pas empêcher de cliquer sur l'outil, pour reprendre cet exemple, bien évidemment. Et il peut être intéressant, s'il y a beaucoup d'informations dans la zone, de préciser à quoi appartient le tooltips en mettant une petite flèche sur l'interface du tooltips qui montre à quoi il est relié exactement pour que ce soit bien contextuel. Et donc ça voilà, ça en fonction des cas. S'il y a beaucoup de choses autour de l'objet auquel vous voulez affecter un tooltip, ça peut être intéressant vraiment de le préciser en rajoutant un petit élément d'interface qui montre qu'il y a un lien entre l'objet que vous êtes en train de hover et le tooltips qui vient de s'afficher. Ensuite, le troisième point en termes d'affichage, c'est qu'il peut être vraiment intéressant de travailler la transition d'entrée et de sortie des tooltips afin que ça apporte justement ce contexte, ce soit un petit peu plus informatif et un petit peu plus clair pour l'utilisateur de pourquoi ce tooltips vient de s'afficher, qu'il comprenne mieux d'où ça vient. Le quatrième point, ça va être de travailler le contraste. Il faut faire vraiment attention. Les tooltips, on évite en général de mettre trop d'ombre parce que ça, c'est des petits éléments, donc en général, ça va faire un petit peu bouffi. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de vérifier bien le contraste entre le tooltips et le fond sur lequel il apparaît pour faire quelque chose d'universel qui est bien visible partout et qui ressort bien quand l'utilisateur en a besoin. Ensuite, le cinquième point, ça va être sur un sujet que j'aborde souvent dans mes podcasts, c'est la consistance. Si vous avez une rangée de 5 icônes, par exemple, qu'il y en a une qui a un tooltips, il faut absolument que les autres aient aussi des tooltips. Pourquoi ? Parce que sinon l'utilisateur ne va jamais savoir s'il peut être en attente de ce tooltip, de cette aide supplémentaire, et du coup il va finir par juste ne plus jamais l'utiliser, et donc tout l'intérêt sera perdu. Donc il faut être vraiment consistant. Si un certain type d'information dans votre interface propose des tooltips, il faut que tous les éléments avec ce type, avec cet affichage, aient également cette fonctionnalité, tout simplement pour que l'utilisateur s'y habitue et l'utilise au quotidien. Le sixième point en termes d'affichage, c'est que ce tooltip doit s'afficher au hover à la souris, mais également avec le clavier. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier. J'avais fait un épisode complet là-dessus, mais la navigation au clavier est très important pour les utilisateurs, on va dire, un petit peu pro, mais également pour ceux qui utilisent des outils d'accessibilité. Donc, il faut vraiment penser à ce que le petit tooltip s'affiche quand on vient de sélectionner un élément avec le clavier. Et enfin, pour la disparition de notre tooltips, il faut le faire disparaître une fois que le hover de l'utilisateur quitte la cible directement, parce que sinon, on va plus comprendre le lien entre le fait de hover un élément et le fait de voir apparaître le tooltips. Donc bon, ça c'était la 7e règle, un petit peu bateau finalement, hein, c'est assez logique. On peut maintenant passer aux bonnes pratiques du contenu qui sont peut-être les plus importantes à mon goût. La première règle, ça va être d'être concis et non répétitif. On ne répète pas dans un tooltips une information qui a déjà été écrite, indiquée dans l'élément qui est lié au tooltips. On évite ça et on fait le plus concis possible. D'ailleurs, la deuxième règle, c'est qu'on veut un contenu minimal. On ne propose pas d'action dans un tooltips. Un tooltips, c'est vraiment uniquement un petit élément informatif, donc il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de choses comme ça dans un tooltips. En termes de contenu également, on continue. La troisième règle, ça va être qu'en général, dans la plupart des cas d'usage, même s'il y en a des très différents, quand on voit celui de Wikipédia, si c'est pour un outil, on va pouvoir utiliser le tooltips en disant la description de l'outil et le raccourci clavier lié. C'est un combo qui marche très bien parce qu'il apporte de l'information aux novices, tout comme aux personnes un petit peu plus aguerries, on va dire, sur le logiciel. Donc voilà, faut pas oublier ce petit combo qui marche extrêmement bien. Et enfin, le dernier point en termes de contenu, c'est qu'il faut préférer mettre son texte sur plusieurs lignes plutôt qu'une très longue ligne avec beaucoup de contenu, parce que tout simplement, si on met un tooltips trop large, la vue de l'utilisateur va quitter son objectif premier, et du coup, on va lui faire perdre du temps, ça va pas être pratique pour lui, ça va pas être bien lisible, donc on préfère mieux ranger le texte sur plusieurs lignes que de faire une très longue ligne de contenu qui va être imbuvable pour l'utilisateur.
Donc voilà, désormais, vous devez en connaître un petit peu plus sur les tooltips. C'est un pattern en plus dans notre boîte à outils de designer d'interface. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense faire d'autres épisodes un petit peu comme ça, sur des patterns d'éléments pour les interfaces digitales. Je trouve ça assez intéressant, en tout cas pour ma part, quand je fais les recherches pour les épisodes. Je pense que ça vous apporte un petit peu de valeur aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire, notamment sur Twitter si ça vous intéresse, à me retourner vos feedbacks. C'est toujours cool pour améliorer le podcast et pour avoir vos retours. Également, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux, le partager avec vos amis, ça permet au podcast de grandir, donc vraiment c'est super cool, moi ça me fait plaisir de voir que la communauté grandit un petit peu. Et puis vous pouvez bien sûr laisser une note sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour mieux référencer le podcast, tout simplement. J'espère qu'il vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.